arc-en-ciel. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel. Il faut bien préciser à notre auditoire que M. Emmanuel Dupuis est le président de l'Institut Prospective et Sécurité de l'Europe et notre sujet d'actualité ce jour, le Brexit, en anglais le British Exit, accord ou pas, les conséquences sur l'Europe et le Royaume-Uni. Comme vous avez pu le constater, un grand nombre, M. Emmanuel Dupuis, récemment sont sortis dans la rue en demandant de refaire le référendum concernant le Brexit. Est-ce que nous sommes actuellement dans une situation d'ambiguïté avec ce report de Brexit et avec ce soulèvement populaire en Angleterre par rapport à cette décision de la droite britannique ou pas? Bon, déjà, alors le vote du Brexit qui a été acté par le fait que près de 54% des Britanniques avaient décidé de sortir de l'Union européenne ne s'inscrit pas dans le clivage entre la gauche et la droite. Il y a actuellement une majorité parlementaire qui est issue des dernières élections législatives qui donne le pouvoir à la droite, mais les partisans de Brexit se trouvent autant à gauche comme à droite. Donc c'est pas la droite qui voudrait sortir et la gauche qui voudrait rester dans l'Union européenne. D'ailleurs, c'est d'autant plus complexe, ou particulièrement complexe, que 56% par exemple des Irlandais du Nord avaient décidé de rester dans l'Union européenne, quand 54% des Anglais, donc de l'Angleterre, de la partie anglaise de la Grande-Bretagne, avaient décidé de sortir elle de l'Union européenne. On sait par ailleurs que à peu près avec les mêmes chiffres, 56-57% des Écossais voulaient rester dans l'Union européenne. Donc c'est à la fois un clivage qui est un clivage géographique et pas forcément un clivage idéologique. Après, la mobilisation des derniers jours, notamment la manifestation qui s'est tenue à Londres hier, s'inscrit dans une volonté de refaire le match. Le dernier vote avait permis aux Britanniques de voter majoritairement pour sortir de l'Union européenne, donc en l'occurrence lors du référendum du 23 juin 2016. Et effectivement, hier, suite à une pétition qui a recueilli près de 5 millions de signataires, une grande marche s'est tenue dans les rues de Londres, émaillée par des prises de parole, par exemple, du maire de Londres, Sadiq Khan, ou de la première ministre d'Écosse, Nicola Sturgeon, qui ont évidemment dit qu'il fallait sortir de cette ambiguïté, non seulement parce que Theresa May n'obtient pas la majorité nécessaire, elle en est déjà à son troisième vote négatif au niveau de la Chambre des communes pour valider l'accord de sortie, avec là aussi, comme vous le disiez, le fait qu'il y a une date butoir, la date butoir telle que le précisait le traité de l'Union européenne, donc eu égard à la mise en place d'article 50, c'était le 29 mars à minuit, et jeudi et vendredi, à l'occasion du dernier conseil, les Européens, les 27 partenaires européens ont laissé une dernière chance, si j'ose dire, à Theresa May pour présenter de nouveau un texte la semaine prochaine, vraisemblablement mardi ou mercredi à la Chambre des communes, pour obtenir un nouvel accord pour la mise en place de ce Brexit, avec là aussi un coup près qui est technique. La date butoir est le 12 avril. C'est ça. S'il n'y a pas d'adoption par le Parlement britannique, ou le 22 mai, s'il y a un accord, si le vote est positif. D'ailleurs, Jean-Claude Juncker, le président du Conseil, tout comme Emmanuel Macron, à la suite de l'audition de Theresa May, se sont montrés très sceptiques sur la possibilité que cela change la donne, donnant à Theresa May quasiment aucune chance d'obtenir un nouvel accord, avec là aussi une période particulièrement trouble qui viendra perturber les élections européennes. Pour l'instant, l'Union européenne a acté le fait qu'il n'y aurait pas les 73 députés européens britanniques. Elle a d'ailleurs réparti 27 sièges qui parmi les 73 qui sont jusqu'à présent réservés à l'Union européenne. Donc cela obligerait à recalculer
les listes européennes. Par exemple, la France, sur les 27 sièges, avait obtenu 5 sièges supplémentaires. Et donc, ce ne serait pas 79 députés européens que nous élirions, mais 75. Et ça, ce ne serait pas un Parlement européen à 705 membres qu'on élirait, mais de nouveau un Parlement européen à 751 membres. 751, pardon. Donc, autant dire qu'il y a un imbroglio à la fois juridique et institutionnel qui me semble insolvable. Donc, si j'ai bien compris, cette histoire de refaire le match, c'est out, hein, donc c'est trop tard. Moi, je ne crois pas du tout au fait qu'il y aurait un nouveau vote, premièrement. Supposons que la Première ministre démissionne. Ah, ça ne changera pas grand-chose. Alors moi, déjà, je pense, je ne vois pas, je vais le dire très diplomatiquement, qui oserait chercher à succéder à Mme Theresa May avec ce coup près, donc ça. Les 2 dates que j'ai évoquées, 12 avril, date butoir. Pourquoi le 12 avril? Parce que au-delà du 12 avril, la Grande-Bretagne se verrait dans l'incapacité de présenter des candidats à l'élection européenne. Donc, de toute façon, on acterait le fait que le 12 avril à minuit, la Grande-Bretagne n'est de facto plus, ne sera plus représentée au niveau des institutions européennes, en l'occurrence, le premier desquels, le Parlement européen, ou donc la deuxième date, comme j'ai évoqué, au cas hypothétique où il y a un accord, la date butoir, donc, permettant de mettre en place cet accord de sortie, serait donc repoussé au 22 mai. Je ne vois absolument pas Theresa May démissionner, tout simplement parce qu'il y a, comme je le disais, dans chaque famille politique, des partisans du Brexit ou du Remain, et je ne vois surtout pas au sein de sa propre majorité qui pourrait lui succéder ou qui aurait envie de lui succéder avec, de nouveau, comme je le disais, cette obligation, cette date butoir technique pour obtenir une validation du Parlement britannique. Donc je pense qu'elle va, entre guillemets, se maintenir ou sauver sa tête, j'ose dire, mais ce n'est que de courte durée, puisque une fois que vote ou pas vote il y aura eu, là pour le coup le sort de Theresa May semble d'ores et déjà statué. On parle des conséquences. Dans un premier temps, y a-t-il un risque de l'éclatement du Royaume-Uni? Non plus, je ne crois pas. Comme je l'évoquais, la première ministre d'Écosse, Nicola Sturgeon, a appelé hier à ce qu'il y ait un nouveau référendum, mais l'Écosse est largement dépendante économiquement de l'Union européenne, de l'Union européenne d'une part, mais bien sûr de la Grande-Bretagne et surtout de la Grande-Bretagne. Il y aurait sans doute une réflexion à avoir entre l'Irlande du Nord et la relation nouvelle entre l'Irlande du Nord et l'Irlande tout court, l'Irlande restant dans l'Union européenne, avec là aussi le point le plus épineux d'ailleurs du Brexit concerne les relations entre l'Union européenne, donc l'Irlande de facto, et la Grande-Bretagne, tout simplement parce qu'il y a 30 000 travailleurs qui circulent de manière quotidienne entre l'Irlande du Nord et l'Irlande. Il y a 500 kilomètres de frontières, 400 passages routiers entre les deux pays et 57% des exportations nord-irlandaises, donc qui seraient hors de l'Union européenne, sont de toute façon envoyées dans l'Union européenne. Donc vous voyez bien qu'il y aura un problème de frontières, une garantie ou la gestion de nouvelles frontières à mettre en application. C'est ce fameux problème qui s'appelle le filet de sécurité, en anglais appelé backstop, qui effectivement nécessite une réflexion sur les relations que l'Union européenne d'une part et le Royaume-Uni entendent avoir en matière de tarification douanière, permettant effectivement de maintenir, malgré le Brexit, la liberté de circulation et des personnes et des biens. Donc je ne vois pas un éclatement de la Grande-Bretagne, je ne vois d'autant moins un éclatement de la Grande-Bretagne que la Grande-Bretagne finalement est déjà en train de penser les alternatives au Brexit, un repositionnement au sein du Commonwealth, une politique plus offensive dans les aires traditionnelles de sa diplomatie, le Moyen-Orient, et au Maghreb, le Golfe Persique, une percée ou une présence ou un raffermissement de sa présence au Maghreb, bien sûr, et puis ces relations qu'elle entend développer de manière autonome désormais vis-à-vis de la Chine d'une part, vis-à-vis de la Russie, où malgré les nombreuses atteintes à la longue amitié en dents de scie, si j'ose dire, qui a été mise à mal par l'affaire Skripal, les Britanniques ont bien compris que les investisseurs russes étaient un élément déterminant, ou du maintien, de la présence d'un certain nombre d'investissements russes en Grande-Bretagne, en Écosse, que ce soit en Écosse, parmi les propriétaires terriens, les propriétés foncières et terriennes, ou à Londres par rapport à l'immobilier. Et donc la Grande-Bretagne essaye aussi de se repositionner ou de se rabibocher, si vous
autoriser l'expression, vis-à-vis de la Russie. Donc je ne vois pas du tout le risque d'un éclatement de la Grande-Bretagne. C'est d'autant moins vrai que hier, à l'occasion de la manifestation de ceux qui souhaitaient un appel au référendum, l'unité de la Grande-Bretagne était sans doute un des éléments les plus mis en avant, en disant que quoi qu'il arrive, de toute façon, les Britanniques restaient unis entre eux, et donc de ce fait, n'ayant pas forcément un impact très déterminant par rapport à l'issue du Brexit. Bien entendu, de plus, l'appui des États-Unis par rapport à son allié fidèle depuis toujours, qui sera là, qui sera au rendez-vous. Mais sur l'Europe, les conséquences sur l'Europe, est-ce que ce sont des conséquences, M. Emmanuel Dupuy, positives ou négatives sur l'Europe, et notamment le cas de la France? Ça ne changera pas grand-chose. Premièrement, pour plusieurs raisons. La mise en place effective du Brexit n'adviendra pas tout de suite. On a laissé à la Grande-Bretagne le temps de l'adaptation. La mise en place de la période de transition est théoriquement figée jusqu'en 2020. D'ailleurs, les Européens entre eux ne sont pas forcément d'accord sur le traitement à avoir vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Disons qu'il y a ceux qui adoptent une position plus dure, moins malléable. C'est particulièrement d'ailleurs le cas de la France, ou ceux qui souhaitent avoir une vision d'un soft Brexit ou d'un divorce à l'amiable. C'est le cas par exemple de l'Allemagne ou de la Pologne ou par exemple des pays du Sud comme le Portugal. Mais je ne crois pas du tout qu'il y ait un impact direct sur l'Union européenne pour plusieurs raisons. Premièrement, l'Union européenne a déjà travaillé sur l'ensemble de ses projets sans forcément associer la Grande-Bretagne sur un certain nombre de ses processus décisionnels. L'exemple du Parlement européen, de ce point de vue-là, est assez exemplaire. Deuxièmement, comme je le disais, rien ne changera et au moins jusqu'au 31 décembre 2020, l'Union européenne traitera en fait la Grande-Bretagne quasiment comme s'il s'agissait d'un État membre. Avec la difficulté, c'est que l'Union européenne considérera la Grande-Bretagne comme État membre, mais Londres ne siégera plus dans les institutions européennes. Et donc, de ce fait, elle aura moins de capacité de réaction. Et c'est un petit peu l'effet négatif, évidemment, du Brexit. Comme je le disais, certains, d'ailleurs, pourraient pousser cette date du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2022. Donc, vous voyez, il risque de ne pas avoir grand-chose de changer jusqu'en 2022. La Cour européenne de justice restera la Cour européenne que les citoyens britanniques, les 3 millions de citoyens britanniques qui résident dans l'Union européenne pourront saisir, et du même, la Cour européenne de justice sera la cour auquel pourront ester en justice les 1 million de citoyens de l'Union européenne qui resteront en Grande-Bretagne. Et puis il y a évidemment la question financière. L'Union européenne a engagé un certain nombre de projets sur du long terme, avec des projets qui courent à l'horizon 2025, 2035, la fusion solaire, ITER, le projet Copernicus d'observation satellitaire pour lequel la Grande-Bretagne a déjà engagé des financements. D'accord. La Grande-Bretagne, par exemple, estime que l'Union européenne lui devrait 40 milliards d'euros par rapport au recouvrement de l'argent qu'elle a déjà investi. Donc vous voyez que dans la situation actuelle, ni l'un ni l'autre ne cherche à étayer ou à engager sur ce terrain, que ce soit pour la pérennité des grands projets européens, le processus de satellite, Galileo, comme je disais, le processus Copernicus, etc. Et puis il y a évidemment la question de la place et de la coopération que nous devons avoir avec les Britanniques en matière de défense. Et de sécurité. Là aussi, rien ne changera. La France, par exemple, et l'Allemagne et la Grande-Bretagne sont tenus par l'accord de Lancaster House pour 99 ans, accord qui a été signé en 2010, donc aucun impact de ce point de vue-là. Nous maintiendrons nos coopérations dans la recherche et le développement sur le nucléaire. Nous maintiendrons notre volonté de coopérer davantage au niveau sécuritaire des missiles. Et bien sûr, nous attendons et nous sommes convaincus que les Britanniques nous aideront et seront engagés à la fois dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, puisqu'il y va aussi de leur propre sécurité. Donc vous voyez, cela n'aura pas un impact déterminant sur la manière dont l'Union européenne pourra ou ne pourra pas travailler avec. Il me reste, Emmanuel, 3 minutes. Et j'ai une question qui est en relation avec ce côté qui est aussi dépend des élections européennes. Avec cette montée de populisme, avec ces voix qui se lèvent de plus en plus de l'éclatement de l'Europe. Comment vous voyez-vous les perspectives concernant cette direction aussi?
Alors je pense qu'elles sont un petit peu exagérées. Ah. Premièrement, elles sont le hiatus que, par exemple, Emmanuel Macron a voulu instiller, c'est-à-dire qu'il y aurait une différence d'approche ou un risque entre, d'une part, les humanistes et les populistes d'autre part, me semble oublier quelques éléments. Premièrement, que la majorité des partis politiques, enfin la majorité parlementaire, donc dont est issue la composition de la commission, est largement en défaveur d'Emmanuel Macron. Ce sont ça restera des conservateurs qui auront la majorité au Parlement européen, et donc de facto le président de la Commission européenne, le successeur de Jean-Claude Juncker, sera issu lui-même de cette famille politique et non pas ne pourra certainement pas, ou à moins de changer la règle du jeu, être un Français ou quelqu'un qui vient de la sphère progressiste ou social-démocrate. Donc ça c'est le premier élément. Deuxième élément, je crois que le hiatus qui a pu se faire entre ceux qui étaient plutôt enclins à être tolérants vis-à-vis de la question migratoire et ceux qui étaient plutôt durs avec tenant une ligne identitaire est en train de s'évanouir. Et il est d'autant plus en train de s'évanouir que la question migratoire n'est plus un facteur de division au sein de l'Union européenne pour une raison simple. C'est qu'en 2015, il y avait 1,5 million de migrants qui avaient traversé la Méditerranée. En 2018, et le dernier chiffre de l'Organisation mondiale des migrations en atteste, seulement 100 000. Seulement, avec beaucoup de guillemets, seulement 100 000. Donc la question est moins prégnante et moins clivante, si j'ose dire. Non, la vraie question qui va sans doute être un marqueur de l'Union européenne, c'est la manière dont l'Union européenne se positionne vis-à-vis des États-Unis, dans une moindre dépendance, dans une plus forte affirmation, dans une volonté d'indépendance stratégique. Et de ce point de vue, le clivage ne se fait pas forcément au sein de l'Union européenne, mais il se fait vraiment entre la manière dont les États-Unis perçoivent la capacité de l'Union européenne à être un partenaire ou être un adversaire. Il suffit de voir le discours très dur qu'a eu Angela Merkel à l'encontre de Donald Trump à l'occasion de la dernière conférence sur la sécurité de Munich, appelant à ce que la vraie convergence se fasse sur cette ligne. Elle devrait se faire sur deux autres points. La relation avec la Russie, qui est une relation qui d'évidence doit être améliorée. De nouveau, les Allemands appellent à la raison en disant que la Russie est un partenaire, c'est un voisin, à la fois stratégique et un voisin géographique. Et puis, bien évidemment, une position unitaire qui nous sauvera et qui est la seule alternative, alors que le président Xi Jinping se rend en France pendant les 2 prochains jours, vis-à-vis de la Chine, qui se joue de la division européenne. Ça, ce sont les vrais enjeux de l'émergence d'une vraie vision inclusive, stratégique de l'Union européenne, et absolument pas sur ce faux clivage qui peut exister entre Européens eux-mêmes. Emmanuel Dupuis, merci infiniment par rapport à cet éclairage et merci encore une fois de se libérer par rapport à cette question qui est d'actualité pour l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Je vous dis à très bientôt. C'est toujours un plaisir. Merci, de vous entendre et d'être à l'écoute. Écoute, le plaisir est partagé et pour toujours. À très bientôt. Bien. Merci. Au revoir. Merci aux éditeurs. Arc-en-Ciel.